Dzień dobry Państwu. Ze studia Telepolonika w Montrealu wita Państwa serdecznie Dominik Wernic. Nie tak dawno oglądali Państwo wywiad z panem profesorem Adamkiewiczem na temat jednej z głównych postaci historii Quebecu, człowieka pochodzenia polskiego, można powiedzieć Polaka, Dominika Debarge. Omawialiśmy w nim historię tego niezwykłego Quebecois, który tak bardzo wpisał się w historię tej prowincji. Nasza rozmowa oparta była głównie na książce profesora Pierre Meunier na temat Dominika Debarge. Otóż, proszę Państwa, mamy dzisiaj olbrzymią przyjemność i zaszczyt gościć w naszym studio profesora Meunier i profesora Adamkiewicza, który przeprowadzi z profesorem Meunier dokładniejszy wywiad na temat jego książki, na temat Dominika Debarge. Jeszcze tylko parę słów wstępu. Profesor Pierre Meunier jest profesorem Wydziału Medycyny Uniwersytetu Montrealu i specjalistą w zakresie ginekologii. Książka o Dominiku Debarge jest jakby produktem jego hobby, zajęć pozauniwersyteckich. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do wysłuchania wywiadu, który odbędzie się w języku francuskim. Dziękuję. Docteur Meunier, comment vous êtes arrivé à vous intéresser à ce personnage de Pierre-Dominique Debarge? Je dois dire que je suis né à Saint-Charles-sur-Richelieu, à l'endroit où il y a eu une insurrection en 1837, à laquelle Pierre-Dominique Debarge a été mêlé de très près. Et j'ai toujours été intéressé à ce sujet, d'autant plus que personne n'avait écrit l'histoire de l'insurrection à Saint-Charles. Et je m'étais toujours proposé, si un jour j'avais du temps libre, ce qui est arrivé à ma retraite, de consacrer mes loisirs à faire des recherches et à écrire l'histoire de cette insurrection à Saint-Charles. C'est fascinant. Mais cet homme Debarge, avec son nom qui sonne pas tout à fait français, quelle était son origine, selon vous? Il était d'origine polonaise. Il est né à Danzig. Et son grand-père serait venu, lui il était né à Montréal, mais c'est son grand-père qui était né à Danzig. Ah oui. Et il avait immigré au Canada vers 1742 à peu près. Et il avait été un marchand de fourrure. À ce moment-là, la colonie française comprenait tout l'Ouest canadien et tout le centre de l'Amérique, la Louisiane et le reste. Et le commerce des fourrures se faisait surtout dans l'Ouest canadien, autour des Grands Lacs. Et il était devenu très riche même. Et au moment de la conquête, il est allé habiter ensuite, il a quitté Montréal, il est allé habiter à Saint-Eustache. Et à sa mort, il y a eu un inventaire où on a tracé qu'il y avait pour 21 000 livres d'argent et il y avait 14 fermes et 22 600 acres de terre en forêt. Et il serait mort autour de 1800. Et le père de Pierre-Dominique, il s'appelait Dominique Debarge, lui était marchand à Saint-Charles. Et ils auraient quitté la paroisse autour de 1885. Et il avait épousé, lui,
la fille du seigneur de Saint-Hyacinthe, qui à ce moment-là s'appelait Delorme, et qui était très riche lui aussi. Il avait toute la vallée du Yamaska comme seigneurie, ce qui correspond à peu près à une vingtaine de paroisses. Et de sorte que sa femme se trouvait l'héritière de ça, et cette femme se trouvait la mère de Pierre-Dominique Desbartsch, qui lui a hérité des 3/8 de cette immense seigneurie. Et il est né, lui, à Saint-Charles vers 1800. Il est né à Saint-Charles, lui, en 1882. Ça a été très difficile de retrouver la date de sa naissance. Hein. C'est grâce aux recherches patientes et de M. Jean-Jacques Lefebvre qu'on a pu retracer son acte de baptême parce que, comme c'était un nom difficile à prononcer pour les Canadiens français, ils avaient changé l'orthographe et au lieu de Desbartsch, ils l'avaient appelé Desberges. Et c'est ça qui a rendu la recherche si difficile et je crois qu'on doit beaucoup à M. Jean-Jacques Lefebvre pour ses recherches sur Pierre-Dominique. Et sa mère, sa mère est décédée autour de 1800. Il s'est trouvé orphelin et il était à ce moment-là co-seigneur de Saint-Hyacinthe avec son oncle, qui était Hyacinthe Marie Delorme. Et il a prêté foi et hommage au gouverneur à ce titre-là au début du siècle. Il a fait ses études d'abord à un collège à Sorel. Ensuite, il a été étudié à Boston. Il a fait sa cléricature à Montréal avec Denis Benjamin Vigée. Il a été reçu avocat. Et en 1807, il a fait un voyage d'1 an en Angleterre, des voyages d'études. Et à son retour, en 1809, il a été élu député avec Papineau, du même comté. À ce moment-là, il y avait souvent 2 députés par comté. Et il est devenu ami intime de Papineau à ce moment-là. Ce qui explique plus tard son engagement politique. Comme il était officier de réserve, il a dû faire la guerre de 1812 avec les États-Unis. Et il a participé à la bataille de Châteauguay, où les Américains ont été repoussés hors la frontière. En 1813, il a acheté la seigneurie de Saint-Charles, en plus de la vallée du Yamaska, les 3/8 de la vallée du Yamaska qu'il possédait. En 1814, il a été nommé conseiller législatif. En 1815, il a épousé Mademoiselle de Saint-Ours, fille du seigneur de l'endroit. Et là, il a bâti un nouveau manoir à Saint-Charles. Et il a décidé, il est très entreprenant, il a décidé à ce moment-là de devenir, on peut dire, comme le fondateur d'une petite ville. Mais justement, cette activité de Desbartsch dans la fondation, son rôle dans la fondation de Saint-Charles est un rôle très intéressant. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire quelque chose à ce sujet? Oui. Aujourd'hui, ceux qui visitent la vallée du Richelieu, et particulièrement Saint-Charles, trouvent que c'est un petit village, mais à ce moment-là, c'était beaucoup plus considérable. Et sous l'impulsion de Desbartsch, qui avait le sens des affaires, qui avait le flair des affaires, il a réalisé que d'abord, Saint-Charles était bien situé, était le point le mieux situé pour le commerce à ce moment-là, parce qu'il avait accès par le Richelieu au Saint-Laurent, à Montréal, et par le nouveau canal de Chambly, le canal qu'on creusait à Chambly,
avec les États-Unis. Et c'était le point le plus rapproché de Saint-Hyacinthe, de la vallée du Yamaska. Et alors, pour lui, Saint-Charles devait être un grand centre commercial. Et il s'était forcé d'attirer toutes sortes d'industries et des artisans. Il était très progressif. Il a été un des premiers à acheter des engins à vapeur. Il y en avait un, entre autres, qui actionnait une scierie à Rougemont aujourd'hui, et à Saint-Charles, un autre qui actionnait un moulin à farine. Et il a développé le village à un tel point qu'il y avait dans le village un grand marché où les cultivateurs venaient porter leurs choses. Il y avait 5 marchands dans ce qui était considérable, dont 3 de langue anglaise et 2 de langue française. Il y avait 3 auberges, dont 2 offraient un service de diligence avec Saint-Hyacinthe. Il y avait 3 médecins et 3 notaires. Il y avait une distillerie où on fabriquait du gin, du whisky. Il y avait une brasserie, on faisait une très bonne bière. Il y avait une fonderie et plusieurs forgerons. Il y avait un charron qui fabriquait de très belles voitures. Il y avait une manufacture de tabac et une briqueterie. Il y avait des artisans de toutes sortes, des potiers, des selliers, des chapeliers, il y avait des ouvriers menuisiers. Et le village était tellement prospère que dans une seule année, en 1834, on construisit 34 maisons dans le village. Ce qui explique l'importance de Saint-Charles à ce moment-là. En plus de ça, Desbarthes, qui avait le sens des affaires, avait aussi le sens de la publicité et il a même fondé un journal qui s'appelait L'Écho du pays et où il agissait comme patron et un peu aussi comme journaliste, malgré le fait qu'il engageait des journalistes. Et ce journal, évidemment, servait sa politique, mais il était aussi un journal très intéressant à tous les points de vue. C'était un journal qui offrait des discussions religieuses, des discussions sur l'éducation des écoles, sur les écoles. Il y avait toutes les nouvelles étrangères d'Europe ou des États-Unis, les nouvelles locales. Et mais par contre, c'était surtout la politique qui était son... Alors voilà, on touche le sujet de la politique. Desbarthes était très engagé en politique, il était même ministre. Quel était le développement de sa carrière politique, si pour ainsi dire? D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été élu député avec Papineau en 1809 et il était très lié d'amitié avec Papineau. Et il épousait la cause qu'il défendait, la cause des patriotes à ce moment-là. Il faut dire qu'en 1891, l'Angleterre avait accordé une première constitution à la province. Et cette constitution reconnaissait une assemblée législative et un conseil législatif et un conseil exécutif. Seulement, l'Assemblée législative, les membres du conseil exécutif n'étaient pas responsables, n'étaient pas élus par l'Assemblée, et ni les membres du conseil législatif. De sorte que c'était une assemblée qui était plutôt fictive, qui avait des pouvoirs plutôt fictifs que réels. Et à ce moment-là, nos ancêtres étaient particulièrement admiraient particulièrement les États-Unis qui venaient d'abord. Et vous imaginez que ce que l'Angleterre leur avait accordé pouvait ressembler un peu à la Constitution américaine.
Et alors, il commence à proposer des lois qui, chaque fois, étaient toujours refusées par le Conseil législatif et par le Conseil exécutif. Et alors, à ce moment-là, évidemment, les griefs allaient toujours en augmentant, et surtout quand on sait que la population, à ce moment-là, comprenait beaucoup de Canadiens français qui étaient au nombre de 575 000, et les anglophones étaient au nombre de 75 000. Mais par contre, les positions dans les fonctionnaires, les fonctionnaires du gouvernemental étaient inverses. Les postes publics étaient occupés à 85 % par les anglophones et les postes à 15 % par les francophones. Et c'était comme ça aussi pour la justice. Il y avait 3 juges canadiens-français contre 8 juges anglophones. Et c'était d'autant plus injuste que non seulement ces juges étaient en majorité, mais non seulement, mais à part ça, c'est qu'ils comprenaient souvent mal le français, ils ne connaissaient pas les langues, les lois françaises, et ils allaient même jusqu'à nommer eux-mêmes les membres des jurys. Alors, est-ce que De Barth serait rentré en politique pour essayer d'améliorer un peu la situation? Oui, et par son journal, ses articles, il essayait toujours d'améliorer sa position. Et lui-même était en faveur d'un conseil législatif électif. Dans l'agriculture, il y avait aussi des griefs importants parce que lors de la conquête, l'Angleterre avait reconnu les droits seigneuriaux. Mais tout ce qui n'était pas concédé en seigneurie se trouvait à des terres de la couronne. Et plus tard, quand la population a augmenté, les fils des fermiers étaient nombreux, il n'y avait plus assez d'espace vital pour eux, et on a voulu concéder des terres de la couronne, mais ils appartenaient à la couronne, et ce sont des spéculateurs qui se sont emparés de ces terres-là pour les vendre aux immigrants irlandais surtout qui arrivaient au pays. Et c'était une nouvelle sorte un nouveau grief. Il y avait aussi les écoles, qui étaient un autre grief. Après beaucoup de temps, le gouvernement avait fini, l'Assemblée législative avait fini par convaincre le gouvernement de subventionner légèrement, très légèrement, les écoles. Et plus tard, on verra qu'avant la Révolution, la rébellion, le Conseil législatif avait supprimé le subside et fermé les écoles à tous les enfants, à 40 000 enfants dans la province. Alors c'était sans doute à cause de tous ces griefs que finalement la rébellion a éclaté. Oui. Et apparemment dans la maison même, dans la seigneurie même de Barth. Oui, c'est-à-dire que tout ça, c'était des causes éloignées de la rébellion. Les causes immédiates, c'est que Papineau a proposé en 1930, c'est-à-dire avant ça, Papineau a fait toutes sortes de propositions. Il y a eu les 94 résolutions, et ces 94 résolutions-là étaient... De Barth a probablement pensé que c'était trop demandé, que l'Angleterre n'accorderait jamais tout ce qu'on demandait. Et il a voulu probablement être raisonnable. D'ailleurs, il n'était pas seul. Il y en avait d'autres avec lui qui ont trouvé aussi que Papineau exagérait. Et à ce moment-là, ils sont retirés du Parti des Patriotes. Et alors Papineau, à ce moment-là, lui a persisté, il a commencé à faire des grandes assemblées publiques, à dénoncer le gouvernement, et il a proposé aussi la contrebande
pour tarir les sources de revenus du gouvernement. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'impôt sur le revenu, il n'y avait pas d'autres sources, le gouvernement n'avait pas d'autres sources de revenus que les taxes d'accise et ces choses-là. Alors, si on enlevait les taxes, c'était couper l'herbe sur le pied au gouvernement. Ça, c'est comme ça qu'on est arrivé finalement à ce soulèvement. Maintenant, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot rapide sur les descendants de cet homme? Oui. M. de Barthes a eu 4 filles. Et il y en a une qui a épousé M. Drummond, qui est devenu juge de la Cour d'appel. Un autre qui a épousé un Monk, qui est devenu aussi juge de la Cour d'appel. Et une de ses filles est devenue ensuite... son fils a ensuite acquis la seigneurie de l'île Bizarre. Et une d'autres filles a marié un ingénieur polonais du nom de Rotomund. Et l'autre, ils ont fait un mariage double, elle a marié un autre Polonais du nom de Kirskonski. Ah oui. C'est intéressant que cet homme qui représentait la 3e génération d'immigrants polonais ici, a fini par marier 2 de ses filles de nouveau à des Polonais. Je crois que nous nous approchons de la fin. Voilà, on nous dit qu'il nous reste que quelques minutes. Est-ce que vous pourriez ajouter un mot encore sur ces 2 filles qui ont marié les 2 Polonais, dont un était Kieszkowski, et je crois qu'il était devenu ensuite seigneur de Saint-Ours. Oui, oui. Et il est devenu seigneur de Saint-Ours. Et l'autre, son frère probablement, est devenu seigneur de Saint-Charles, parce qu'il y avait Kieszkowski aussi, seigneur de Saint-Charles. Oui. Bon, je vous remercie beaucoup, Dr Meunier. Plaisir. Et avant de finir, je vais montrer aux téléspectateurs encore une fois votre livre sur le sujet. Voilà. Alors, si vous voulez bien regarder ici, ça c'est le livre que le Dr Meunier a publié sur l'insurrection à Saint-Charles. Cette année, en 1987, nous célébrons le 150e anniversaire de cette insurrection. Merci. Merci. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Ze studia Telepolonika w Montrealu żegna Państwa Dominik Wernic. Do widzenia Państwu.